Alors aujourd'hui, on vient de rencontrer Jean-François. On a eu des belles casquettes, la table des chefs, bel organisme et Jean-François est ultra inspirant. Vraiment écouter cet épisode, ça vaut le coup. Quelqu'un qui a pensé au gaspillage alimentaire il y a plus de 20 ans déjà. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Au-delà de la communication un peu standardisée, des discours marketing et des images Instagram, quel est le rôle social de la restauration ? Je veux dire, à quoi sert vraiment cette industrie et qu'est-ce qu'elle crée comme valeur dans notre société ? Immédiatement, on pense à nourrir les gens, remplir cette fonction indispensable à notre survie. Mais il paraît que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Alors quoi ? La façon dont on mange aurait-elle son importance ? Je suis convaincu que la restauration est intimement liée à notre culture. On y retrouve l'histoire, la terre et les aspirations d'un peuple. Alors oui, la restauration est un modèle. Elle doit porter les valeurs d'une nation. Respect des hommes et des femmes, respect de la nourriture, élément sacré s'il en est, respect de la transmission des savoirs, nourrir et éduquer. Aujourd'hui, c'est Jean-François qui est dans le jus. Bonjour Jean-François. Bonjour. Salut Jean-François. Salut. Alors, c'est quand même marrant qu'ils finissent par la phrase « nourrir et éduquer » quand c'est exactement la mission de la table des chefs. Oh, mais c'est quel hasard. Quel hasard. Quel hasard. C'est fou. C'est fou. Ouais. Ça a commencé par nourrir, par exemple. Eh oui. Ça commence par nourrir, Ça commence par nourrir, ouais. mais il y a quelque chose derrière. Ah oui, certainement. Il y a toujours quelque chose derrière nourrir. Mais tu peux pas éduquer si tu as faim. Tu peux pas recevoir de leçons si tu as vraiment faim. Non, puis tu peux pas, une maman qui a la pression d'apprendre à son enfant à cuisiner, mais qui n'arrive pas à mettre la nourriture sur la table pour le soir qui vient, aura pas de la farine, de la poudre à pâte, des trucs pour préparer ou faire une recette pour pratiquer, tu sais, si elle a à peine ce qu'il faut pour le repas suivant, tu sais. Fait que il y a une certaine pression que les gens en situation de pauvreté et de détresse n'ont pas nécessairement la capacité de... Donc, l'importance d'amener l'éducation alimentaire à l'école est cruciale pour donner un certain bagage ou une certaine fondation, développer l'autonomie alimentaire des jeunes, de créer cette étincelle-là pour qu'au moins le jeune se sente concerné par son alimentation, par ce qui s'en vient et commencer par se nourrir à l'occasion. Un adolescent, on le sait, ne mange pas toujours aux mêmes heures que nous pour en avoir deux. Et donc, à certains moments, de se préparer un repas en dehors des heures de repas standard, c'est le premier contact pour eux avec leur autonomie alimentaire. Et ils doivent être capables de savoir composer avec des éléments simples et se débrouiller éventuellement dans la vie pour se nourrir et nourrir leur famille. Alors, la table des chefs dont tu es le fondateur, qui a maintenant 20 ans, je pense. 22 ans. 22 ans. Il y a énormément de branches, d'activités. Mais c'était quoi la toute première action et comment ça a commencé ? Pour moi, c'est vraiment le gaspillage alimentaire, en fait. Puis quand je dis gaspillage, je ne pointe pas du doigt les cuisiniers de gaspiller. C'est vraiment circonstanciel dans notre industrie. Moi, j'ai étudié en hôtellerie, en gestion hôtelière. J'ai fait mon DEP en service de la restauration à l'École hôtelière des Laurentides, donc bar, service, sommellerie. Je suis allé travailler en restauration après... Puis je me suis inscrit à l'ITHQ en gestion hôtelière. Puis dans ma dernière année à l'ITHQ, il y a un module de cuisine. On fait l'ensemble des départements. Donc on apprend à faire des lits, on fait de l'entretien ménager, on fait toutes sortes de choses. Et on a un module, un moment en cuisine pour comprendre la réalité d'une cuisine. Et pas pour être chef, mais on apprend quand même des bases. Et là, on se retrouve à préparer des portions. Puis à la fin... On se ramène en 96, on mange, on commente, on met ça au centre, puis chacun prend une assiette, 2 assiettes. Et là, après, le chef Estrella dit on ramasse. Et ramasser, c'était pas mettre dans des contenants, c'était jeter.
le service de vente de repas ou de choses à l'ITHQ était que pour les classes plus avancées. Donc, toutes les classes comme les nôtres, ce qu'on a produit n'était pas que c'était pas terrible, là, mais peut-être qu'on n'aurait pas pu les vendre, là, mais à la base, c'était des aliments qui étaient frais. On travaillait avec des beaux aliments et on se retrouvait à jeter à la poubelle tout ce qui n'avait pas été. Puis souvent, c'était plus que c'était la moitié de ce qu'on avait fait. Donc, à peu près une quarantaine de portions qui étaient envoyées à la poubelle. Il y a un symbole derrière ça, parce que, outre le gaspillage, il y a, je ne sais pas quel âge tu avais, mais tu travailles, tu produis quelque chose, tu apportes du cœur, j'imagine, tu as une certaine fierté à travailler pour les premières fois dans une cuisine professionnelle, et tu imagines le message qu'on dit, ça n'a pas d'importance, on le... Puis en même temps, je faisais mon cours d'hygiène salubrité. Et à ce moment-là, mon chef me dit il y a trop de risques d'intoxication alimentaire. S'il arrivait quelque chose, une fois que cette nourriture-là se retrouverait dans les organismes ne sont pas formés comme nous, on l'est, tout ça. Donc, tous ces éléments-là qui étaient amenés à moi, j'avais 20 ans. Okay? Donc, je comprenais les risques de manipulation des aliments parce qu'on suivait le cours de multiplication des bactéries, la salmonelle. On apprenait le cours de base en gestion des manipulations des aliments. Je comprenais le risque, mais en même temps, je ne pouvais pas croire que c'était sur ça qu'on se basait, puis j'acceptais pas ce constat-là. Et je suis allé travailler tout de suite en sortant de l'ITHQ. J'ai été travailler au Château Vaudreuil. Ça a été mon premier emploi en hôtellerie. J'étais engagé comme représentant des ventes, mais M. Benito, le propriétaire et le copropriétaire et le directeur général de l'hôtel, à l'époque, m'avait dit, avant d'aller vendre l'hôtel, avant d'aller vendre le produit, tu vas apprendre ce qu'on a comme produit. Donc, tu vas aller faire les chambres avec les femmes de chambre pour voir les différents types de chambres qu'on a. Tu vas aller monter les salles de banquet avec les équipiers banquet puis le maître d'hôtel banquet. Tu vas travailler en cuisine avec le chef Nick. Tu vas travailler en service à la salle à manger pour servir les clients. Et donc, ça a été très formateur. Pour moi, ces 2 mois-là, comme représentant des ventes, à ne pas vendre, mais à apprendre, j'ai appris, je ne vais pas le dire trop fort, mais plus en ces 2 mois-là que dans ma dernière année de cours en gestion hôtelière. Là. C'était très, très concret. Et ça approfondissait ma formation que j'avais suivie. Puis, je me suis retrouvé en cuisine sur des banquets les samedis. On sortait presque 2000 clients. Donc, le pavillon avec 500 personnes, 400 personnes du côté, plus le resto, plus les autres petites salles de banquet. Là, il y avait à peu près 2000 clients les samedis. Et des sweet tables à la fin des mariages avec des cascades de fruits, des charcuteries, l'abondance. Et 80% à peu près des sweet tables n'étaient pas touchés, étaient ramenés en cuisine, étaient jetés à la poubelle. Et nous, on voyait tout le montage le matin des équipes de cuisine. Puis moi, je rentrais dans la cuisine, puis je voyais tout ça. Puis je me disais, tu sais, ça se peut pas qu'un cuisinier qui voit ça à la fin d'un chiffre ou comme que ça en revient en cuisine par les équipes de service puis que c'est jeté à la poubelle, comment il doit se sentir, tu sais. Puis je me dis, à quelque part, c'est sûr qu'à un moment donné, ils se sont immunisés d'une certaine façon, ils se sont bloqués, puis c'est devenu comme une machine, tu sais, c'est comme devenu comme un filtre ou un masque, tu le vois plus, mais ça peut pas... Moi, je connaissais les chefs parce que mon père était l'avocat de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec pendant 25 ans. Mon père était le conseiller des chefs et des cuisiniers au Québec. Il écrivait dans le magazine Le Pot au Feu. Il était en contact avec plein de chefs. Puis pour moi, les chefs, je les voyais généreux, je les voyais passionnés. Mon père, souvent, gérait des situations familiales en lien avec les chefs, c'est-à-dire une famille brisée parce que le chef, il est passionné par son travail, donc il y a certaines réalités familiales qui deviennent difficiles. Et donc, je me dis, ils font au détriment même d'eux-mêmes. Tu sais, dans le fond, ils sont tellement passionnés. Donc, ça ne collait pas le fait de dire « je jette la nourriture que j'ai produite le matin » dans un contexte
d'hôtellerie où il y a de la nourriture tout le temps, où je voyais la nourriture tout le temps présente. Et après, avec mes clients, quand je signais des événements, des banquets, des fonctions, je me promenais sur les étages et j'allais voir ce qui était consommé. Puis là, tu passes devant une pause café qui vient d'être servie à 10h30, il est 11h15. Ils se sont déjà servis, il y a un lunch qui s'en vient, l'équipier banquet défait la pause café pour faire la mise en place du service de lunch et il reste la moitié des croissants, des plateaux de fruits, des biscuits qui ont été mis le matin et il y a un lunch qui s'en vient et là le patron, allez vous servir, tu sais, des fois les rencontres sont un peu stressantes, allez vous prendre un morceau de sandwich et revenez, on va continuer à travailler parce qu'on manque un peu de temps. Puis là, ben, les gens se servent, mais sont stressés, ils ne mangent pas trop. Donc, la moitié du lunch est restée sur la station de lunch. Donc, pour moi, toute cette nourriture-là qui était là, puis là, qu'on attendait, qu'on laissait là, puis qu'on se dit, c'est déjà traité comme un déchet. C'est déjà, on va l'enlever quand on sera rendu là. T'sais. Au lieu de dire... Dépêchons-nous à amener cette nourriture-là et la garder dans les zones sécuritaires de la chaîne de froid, de la chaîne de chaud, et assurons-nous de mettre cette nourriture-là dans des contenants pour être capable de la récupérer. Donc, c'est vraiment ça sur quoi j'ai voulu commencer à travailler. Puis c'était vraiment dans ma tête au départ un projet, un side project, là, un projet personnel. Je pensais jamais travailler à la tablée des chefs un jour. Je pensais jamais que ça deviendrait ce que c'est devenu. Et y travailler un jour. Là. Pour moi, à cette époque-là, c'était pas ça dans ma tête. C'était vraiment de mettre en place, de pousser la réflexion sur la récupération alimentaire. Et donc, c'était au Château Vaudreuil où tu as mis quelque chose en place ou c'est plus tard que tu as mis? Non, parce que une journée, je suis rentré dans le bureau de M. Benito, puis c'était un homme un peu colérique, vieille école, très gentil, mais aussi très colérique à ses moments. Mm-hmm. Beaucoup de gens avaient peur de rentrer dans son bureau. Moi, je rentrais dans son bureau, je saisissais le moment, puis à un moment donné, je rentre dans son bureau, puis là, je lui dis combien il est généreux déjà, combien... il donne déjà ses draps, les draps, les matelas quand il les change à des organismes d'hébergement. Il reçoit des enfants, il finance le club de soccer local. C'est un homme généreux et investi quand même, là. On va se le dire. Mais là, je me disais, il pourrait en faire encore plus facilement en récupérant cette nourriture-là. Et là, j'ai embarqué là-dessus. Puis là, il me dit, si... j'ai pris 35 ans à bâtir la réputation de cet établissement et si un journaliste me dit j'ai empoisonné quelqu'un et met ça dans les journaux puis détruit la réputation de mon établissement, je ne pourrais plus rien faire. Fait que je ne peux pas prendre ce risque-là. Et il m'avait dit go back to work. Et je suis retourné travailler. Et un an plus tard, j'ai reçu un téléphone de Caroline Dubé, qui était ma directrice de stage au Hilton Laval quand j'avais fait mon stage en vente dans son équipe. Et elle me dit, elle dit, je connais quelqu'un Colette Dufault, qui est à Tremblant, au Fairmont-Tremblant, qui était Canadien Pacifique. C'est le château Mont-Tremblant, là, quand CP est devenu Fairmont. Et elle me dit, elle cherche un représentant des ventes. Moi, je voulais vraiment aller travailler sur un resort de ski. J'étais un skieur, j'ai eu mon école de ski quand j'étais plus jeune. Et je voulais vraiment vivre ça. Puis je partais de la maison aussi, je m'en allais en appartement. Donc, prendre un appartement dans les Laurentides, en campagne, c'était quelque chose de vraiment le fun. Donc, j'avais 24 ans. À ce moment-là, ma mère rentrait à l'hôpital pour... une greffe de moelle. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer à 39 ans, Hodgkin, et elle s'est battue pendant 10 ans. Elle a eu 2 rémissions, et là, c'était sa dernière chance, en fait, la greffe de moelle osseuse. Et la greffe de moelle, c'est 5 jours de chimiothérapie intense pour irradier la moelle. Et donc... son oncologue, à ce moment-là, on est en avril 2000. Et là, il dit, après 2 jours où ils ont commencé les traitements,
ils disent qu'elle ne va pas passer à travers. Donc, les pourcentages, c'était 100% de chances qu'elle ne passe pas à travers les traitements puis que ça se termine à travers les 5 prochains jours ou qu'il lui reste quelques mois. Et donc, elle est revenue à la maison en palliatif et elle est décédée en mai 2000. Et elle a fini ça à la maison. Puis moi, je commençais le 4 juin à Tremblant. Je quittais la maison. J'aurais voulu lui montrer mon appartement que j'avais pris à Sainte-Adèle. Et là, je me suis engagé à Tremblant. Je suis parti. Mon petit frère est resté avec mon père. Ma soeur est plus vieille, elle avait déjà quitté la maison. Et je me suis retrouvé à Tremblant dans l'équipe. Et ça m'est revenu, donc tout ça, le projet que j'avais. Et là, je me disais, j'ai encore rien fait, tu sais. Tout est dans ma tête, là. Tu sais, t'imagines, depuis 1996, dans les bancs d'école à l'ITHQ, jusqu'en 2000, c'est 4 ans à, pas ruminer, là, mais tu sais, comme à me dire que ça serait bien qu'il y a quelque chose qui soit fait, à me dire que ça fait pas de sens, tu sais, tout ça, à essayer de trouver des projets qui existent. J'avais vu des trucs avec le National Restaurant Association en Californie qui avait fait des choses, mais il n'y avait rien vraiment. On parlait de compost, on parlait de différentes choses. Puis le décès de ma mère, ça a remis en perspective la durée, en fait. Tu sais, je me suis dit, bon, OK, comment ça se fait la personne que j'aimais le plus au monde, puis qui était incroyable, avait tellement d'empathie, elle aidait tout le monde, pensait presque jamais à elle, elle pensait à tout le monde, sauf elle. Aidante naturelle pour ma grand-mère qui était malade, tu sais, tout ça. Comment ça qu'elle est partie avant? Pourquoi 49 ans? Tu sais, elle avait encore tellement à donner, tu sais. Bon, j'ai 5 enfants, elle serait une grand-maman extraordinaire à mes enfants actuellement, tu sais. Et je me disais, comment on donne un sens à ça, tu sais? Et après, me questionner sur, bon, moi, là, maintenant, là, tu sais, ça sera quand pour moi? Et là, de dire, bon, je décide rien, je décide pas, on décide pas. Elle n'a pas décidé de partir à 49 ans, donc je déciderai pas quand moi, ça va être mon tour. Qu'est-ce que je décide? C'est là que ça m'est apparu. J'étais dans mon bureau à Tremblant, puis là, je me disais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis il faut passer à l'action parce qu'on contrôle ce qu'on fait. Quand on est en vie à tous les jours, on ne contrôle pas ce qu'on va faire après, puis on ne contrôle pas quand est-ce que ça va être terminé. Alors, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui. Là. Et dans les prochains jours, on peut planifier, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais chaque jour, de le vivre pleinement, puis de maximiser les opportunités qui sont présentées à nous à chaque jour. Et j'ai commencé à vivre comme ça, et ça a commencé par mettre en place le projet de la tablée. Avec le Fairmont ou... Avec qui voudra bien me suivre, tu sais. Et à ce moment-là, c'était mon père qui était la première porte parce que mon père avait travaillé à la refonte du Code civil, était un des avocats impliqués. Il est devenu juge après à la Cour du Québec. Puis il y avait l'article 1471 du Code civil. J'ai en fait interpellé mon père sur est-ce que c'est vrai qu'un chef peut être poursuivi légalement pour avoir donné de la nourriture à quelqu'un qui ne mange pas ou qui a faim. Puis il m'est revenu avec le Code du bon samaritain, qui est l'article 1471 du Code civil du Québec et qui a un nom dans chacun des codes civils canadiens, dans chacune des provinces canadiennes. Il y a le même article qui dit que, comme citoyen, on doit porter en aide à notre prochain, à nos concitoyens, et donc porter refuge et aider quelqu'un qui serait en train de mourir de faim. Et que si on faisait ça, comme bon samaritain, on n'avait pas de responsabilité légale si jamais on n'avait pas pris connaissance puis que la nourriture était, disons, plus... que la personne avait des allergies puis on lui donne des arachides puis on ne le sait pas. On ne peut pas revenir légalement contre nous. Et il n'y avait aucun cas de jurisprudence dans tout le Canada sur une organisation qui avait été poursuivie pour une intoxication alimentaire liée à un don alimentaire. Donc, tous les hôtels que j'avais été voir, tous les établissements que j'avais rencontrés et à qui j'avais parlé de ça et qui ne voulaient pas embarquer à ce moment-là parce qu'ils trouvaient ça trop risqué ou il y avait des craintes, c'était une légende urbaine, la crainte
qui était en place. Il n'aurait pas pu être poursuivi légalement. Et ce qu'il fallait créer, c'est l'organisation qui allait faire foi de l'engagement communautaire de l'industrie. Et c'est ça qui allait devenir la tablée des chefs. C'est si un chef vient dire « j'ai envie de nourrir quelqu'un, je vais redonner mes surplus », déjà là, c'était la preuve que c'est un acte de bon samaritain. Et donc, ça leur donnerait cette protection contre tout risque de poursuite si jamais il arrivait quelque chose avec les aliments récupérés. Donc là, avec cet organisme, tu fais tampon, c'est-à-dire qu'ils peuvent te donner presque anonymement, ça leur donne aucune responsabilité. C'est toi qui dis, c'est moi qui vais prendre la responsabilité, mais tu sais qu'il n'y en a pas, parce que tu le fais en tant que bon samaritain. Et tu as 24 ans quand tu... T'as 24 ans quand tu lances ça, 26 ans 25 ans. Putain, 25 ans, moi, je sais pas ce que tu faisais, Emric, mais moi, j'étais un petit con. Hein. Je préfère pas répondre. Et est-ce que, pour revenir aux hôtels qui se cachaient derrière cette responsabilité, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est parce que ils étaient vraiment de bonne foi en disant non, on ne veut pas prendre le risque, il y a trop de risques en termes de communication, ou peu importe, ou c'était juste que ça marchait comme ça, ils n'avaient pas envie de s'investir, pas envie d'aller plus loin? Moi, je suis devenu directeur des ventes régionales pour l'Est du Canada après 1 an et demi chez Fairmont. Un an après que je suis arrivé, j'ai gagné le titre de représentant des ventes du mois pour Fairmont pour tout l'Est du Canada. Puis après, 1 an plus tard, il ouvrait un poste de directeur régional, puis j'ai eu le poste. Et je suis redescendu basé au Reine-Élisabeth. Et je te dirais que je voyais mon industrie à l'époque, beaucoup de directeurs généraux très vieille école, un peu comme M. Benito au Château-Vaudreuil, sans rien leur enlever. Ils étaient de la vieille école, puis ils étaient très protectionnistes. Donc, imagine-toi que le chef a une intention à la base vraiment engagée, pure, de vouloir le faire. Je te dirais que le blocage venait de la direction générale. Et de plus loin que ça, un hôtel, souvent, c'est une compagnie de gestion qui gère l'hôtel et qui n'est pas propriétaire des lieux. Donc, tu as un propriétaire après qui, lui, prend la responsabilité. Puis des fois, souvent, tu as une chaîne affiliée. Donc, tu as une compagnie de gestion. Pour nous, par exemple, après, j'ai travaillé pour Marriott. Bien, Marriott, c'était Urgo, qui a plusieurs hôtels Marriott de différentes bannières Marriott au Québec, par exemple. Et tu vas avoir un groupe de propriétaires, des fois différents d'un hôtel à l'autre, parce qu'ils ont fait un montage financier, puis 3-4 personnes sont propriétaires de la brique puis de la bâtisse. Mais la compagnie Urgo qui, lui, amène le flag de Marriott, un Courtyard ou un Marriott, un Renaissance, peu importe. Et donc là, tu as les standards de Marriott. Donc là, tu as un département légal chez Marriott qui dit qu'il y a des standards de récupération. Tu as le propriétaire de l'hôtel qui, lui, a ses avocats qui dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, il y a un risque, Ils veulent tout évaluer le risque. Donc là, on se retrouvait avec un chef qui était bien intentionné, qui arrivait à son DG. Et le DG, il en parlait. Il disait, OK, on va regarder. Puis lui, le DG, après, j'imaginais juste les conversations qu'il y avait avec l'avocat ou l'autre. Puis là, dire, sais-tu quoi, on va attendre un peu. Puis c'est souvent ça qui arrivait. C'est que je me refaisais mettre en bas de la pile. J'avais la relation avec le chef, puis le chef disait, on va attendre un peu, on va voir, je te reviens avec ça. Tu sais. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2005, on organisait une activité de levée de fonds, la Grande Tablée, et la vice-présidente de la Banque nationale, Gisèle Desrochers, qui a été une des premières à m'aider, elle monte un cabinet de campagne sur lequel il y avait Pierre Boivin, le président des Canadiens de Montréal à l'époque. Et je me souviens très bien, dans le bureau de Pierre, me dit... Pierre veut te voir dans son bureau, il veut te parler de gaspillage alimentaire, de récupération de nourriture. Et à ce moment-là, je me retrouve un matin très tôt dans le bureau de Pierre Boivin. Moi, je suis tatoué canadien, je suis dans le bureau du président, c'était comme surréaliste. Mais il y a une raison pour laquelle je me retrouve devant lui et il me partage que les hôtesses des loges vont amener des contenants de la maison, vont prendre la nourriture des loges, et vont l'amener dans la rue
directement à des organismes ou à des gens pour la redistribuer. Et donc, voilà. Elle faisait ça déjà. Faisait ça sans le dire et sans être autorisé de le faire. Juste. Et ça se savait, ça se tramait. C'était comme quelque chose qui... Et donc, eux voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et à ce moment-là, moi, j'avais 2 clients qui étaient mes clients chez Fairmont, qui étaient aussi en charge des loges au Centre Bell. Puis, Alain Gauthier, qui était le directeur des opérations du Centre Bell dans l'équipe de Pierre aussi, avait une certaine pression de certains locataires de loges qui disaient « on devrait faire quelque chose ». Puis Pierre, il dit là, c'est assez, je veux vraiment... Si ton programme, il marche, là, il y a assez d'intention ici là, pour le mettre en place au Centre Bell puis qu'on le fasse. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, je ne récupérais aucun surplus alimentaire dans aucun établissement. C'était vraiment, j'avais travaillé sur le terrain à monter mon projet, j'avais travaillé en commission parlementaire au Livre vert avec le ministre de l'Agriculture, la sous-ministre Dominique Fortin à l'époque qui travaillait à l'inspection des aliments parce qu'il fallait préparer le terrain à s'assurer que l'inspection des aliments au MAPAC allait comprendre la démarche qu'on faisait pour enlever cette crainte-là aux chefs. Je fais toujours la blague après les souris ou les moustiques dans la cuisine, de quoi un chef a le plus peur, tu sais. L'inspecteur en aliments, parce qu'il peut fermer la cuisine, tu sais, puis tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va atterrir pour faire son inspection, tu sais. Et donc, je me disais, si un inspecteur parle à un chef puis lui demande « Est-ce que tu récupères tes surplus alimentaires? » Je me disais, moi, comme gars de vente, c'est une bonne démarche pour convaincre les chefs d'embarquer. Là, si c'est l'inspecteur en aliments qui devient mon vendeur là, du programme, ben, tout le monde va adhérer. Fait que c'était un peu fou. Puis la sous-ministre à l'époque, Dominique Fortin, a dit t'es fou, mais elle a dit viens avec moi à Saint-Hyacinthe parler à ma gang. Elle m'avait amené à Saint-Hyacinthe pour parler à l'équipe. Puis dans l'équipe, il y avait Jean Bergeron, à l'époque, qui était en charge d'une des divisions. Puis aujourd'hui, donc ça, c'est l'équipe des inspecteurs du MAPAC. Et Jean Bergeron, aujourd'hui, c'est le grand patron de l'inspection des aliments au Québec. Puis c'est un de mes plus grands alliés. Puis lui, il se souvient de moi dans le bureau à Saint-Hyacinthe, que je leur pitch ça, puis tous les gens avec les bras croisés qui voulaient m'arracher la tête probablement parce que je complexifiais leur travail, tu sais, de dire il va aller prendre des risques. Mais mon idée, c'était pas de prendre des risques, c'était de dire un chef, le chef est intelligent, il est capable de savoir, puis jamais je vais demander à un chef de récupérer quelque chose que lui-même ne mangerait pas le lendemain. Si on trace la ligne là, est-ce que l'équipe de cuisine, demain, prendrait la nourriture qu'ils ont mis dans les contenants et en mangerait pour le dîner? Ça, pour moi, si la réponse c'est oui, pourquoi on ne récupère pas cette nourriture-là pour l'envoyer dans la rue à des gens en situation d'itinérance puis des gens dans le besoin, quand on sait que les banques alimentaires n'arrivent pas à fournir 100% des denrées que les organismes ont besoin. Ils fournissent une grosse portion, mais ils ne sont pas seuls. Dans l'écosystème, un organisme communautaire qui reçoit 50%, 60% de ces denrées de la banque alimentaire, disons Moisson Montréal, ben, il se retourne de bord et il doit trouver le 40% qui manque. Et c'est ce pourcentage-là que je voulais devenir. Je voulais que notre industrie de l'hôtellerie, la restauration et des institutions, donc les services alimentaires, fassent leur part pour jouer un rôle à combler les denrées que ces organismes-là ont besoin en première ligne. Comment tu as réussi à convaincre le MAPAC, les inspecteurs du MAPAC? Parce que là, ça a dû être quelque chose de... Je vois la scène J'étais du petit jeune qui arrive et puis tous les... Je ne sais pas combien tu en avais, mais 20 inspecteurs en face de toi, les bras croisés. J'étais sur le conseil d'administration de Moisson Montréal, un des plus jeunes membres du conseil. J'avais 24 ans quand j'ai joint le conseil d'administration de Moisson Montréal. Puis sur le CA, il y avait la directrice des inspections de Laval et Montréal. Elle était en charge d'à peu près une centaine d'inspecteurs, Joanne Twig. Joanne, à l'époque, elle me voyait aller, puis ça, puis là, je lui parlais, puis j'ai dit, Joanne, c'est pas si, tu me connais un peu, j'ai dit, moi, je vais le faire de toute façon. Puis j'ai dit, je veux pas prendre de risques, mais c'est sûr qu'on va le faire. Fait que j'aime mieux qu'on détermine ensemble comment on va le faire. Et donc, j'ai besoin de ton aide pour qu'on s'assoie ensemble et qu'on détermine la trame de fond sur le niveau de risque qu'on est prêt à prendre, puis où on trace la ligne. Puis c'est pas très compliqué, dans le fond, parce que chaque cuisinier est formé en hygiène et salubrité. Puis si on part de cette base-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter que de dire que avant de mettre en place tes contenants puis de préparer, il faut que tu te laves les mains, que tu connaisses la traçabilité de ce qui
t'es ramené en cuisine, combien de temps ça a été? Est-ce que la chaîne de froid, la chaîne de chaud a été brisée? Et combien de temps, si j'ai à identifier une étiquette pour dire au cuisinier de l'organisme communautaire combien de temps il a, lui ou elle, une fois qu'elle reçoit les contenants, si c'est congelé ou si c'est frais, combien de temps ils ont pour le servir de façon sécuritaire aux gens qui vont en bénéficier? Mettre en place une procédure, c'est tout ça. simplement. Donc, et c'est là que Joanne est allée jusqu'à sa sous-ministre et que j'ai été invité en commission parlementaire devant le ministre de l'Agriculture à l'époque. Et on a cheminé de cette façon-là. Puis, à un moment donné, on a eu la chance de rencontrer l'équipe d'inspecteurs de la Ville de Montréal qui est gérée à travers une entente avec le MAPAC, mais qui sont indépendants. Puis, on est allé leur donner je suis allé leur donner comme une conférence ou une explication de la démarche. Bon, ils n'allaient pas vendre, comme moi je l'avais en tête, mon programme, mais quand même, ils n'allaient pas être contre. Ils ont adhéré au principe. Ils allaient nous aider à travailler, à développer l'initiative. Et ce qui a changé, c'est quand il a commencé à avoir des objectifs de développement durable dans les ministères au gouvernement. Et ça, Jean me l'avait partagé à un moment donné. Il dit, tu sais, JF, là, maintenant, on a des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire et de développement durable à même chacun des ministères. Et donc, que le secteur public ait à emboîter le pas, ben, c'était aussi nécessaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 47% des surplus alimentaires qu'on récupère sont dans le secteur public, dans des établissements de santé, donc des cafétérias d'hôpitaux, partout à travers le Québec. On a plus de 100 établissements de santé, des RPA, des CHSLD, des cafétérias des services alimentaires dans le secteur de la santé, qui ont mis en place la démarche de récupération alimentaire et qui représentent plus d'1 million de portions récupérées et redirigées vers des organismes d'aide alimentaire partout à travers le Québec, jusqu'en Côte-Nord. Donc là, ça a vraiment commencé avec l'appui du Canadien, en fait. Ça a ouvert la porte parce que, mais en même temps, imagine une légitimité énorme. Ben oui. Ce qui est fou, c'est que c'est parti. J'adore cette histoire que ce soit parti des Canadiens. Non. Avant ça, que ce soit parti des hôtesses en loge, qui, sans le dire à personne, juste parce que elles avaient le goût de redistribuer, elles n'avaient pas le goût de jeter les affaires qui n'étaient pas mangées. C'est des aliments qui coûtent cher dans les loges. Et puis que ça a convaincu, que ça a touché le président du Canadien et qu'il a fait appel à toi pour trouver des solutions. C'est une histoire que... Mais imagine, si dans ton plan d'affaires, tu mets dans ton année 1 parce que c'était notre année 1, là, on ne va pas se le cacher, là, moi j'étais bénévole, j'avais un conseil d'administration bénévole, je travaillais à temps plein à l'ouverture des hôtels pour le Urgo à l'aéroport. Et là, je suis devant Pierre Boivin. Sincèrement, quand j'y ai dit oui, là, quand j'y ai dit on y va, je ne savais pas si on allait réussir, tu sais. Puis je me disais, ça va me donner assez de pression pour le faire, tu sais. Puis je faisais mon cours de gestion des opérations, je faisais mon MBA pour cadre à l'UQAM en même temps. Et j'ai convaincu 2 collègues d'embarquer sur le projet. Puis on a fait une analyse de poste, donc le déplacement de temps. Qu'est-ce que ça prenait, à qui ça devait être la responsabilité. Puis le constat qu'on a eu, c'est les hôtesses, il faudrait simplement leur donner une formation en hygiène, salubrité et manipulation des aliments pour que ce soit elles qui sont déjà convaincues de mettre la nourriture dans les contenants. Et après, avoir les suiteurs, un runner, qui passe avec un chariot et qui récupère. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, il y a différentes façons de le faire. Ils ramènent ça dans les cuisines satellites. Puis là, il y a des cuisiniers, il y a des serveurs, tout ça qui travaillent au processus. C'est vraiment impressionnant à voir. Et on avait évalué, à l'époque, à chaque loge, on passait pour les 136 loges. Puis là, on évaluait qu'est-ce qu'on aurait gardé visuellement. Et on a évalué le tonnage potentiel sur chaque portion que ça donnait sur une année, puis ça donnait 9 tonnes de nourriture. 9 tonnes. Et ça représentait 70 000 personnes nourries, selon notre évaluation, en 42 matchs locaux. Et après, il fallait trouver l'organisme. Et là, c'est là qu'on a développé une entente avec la mission Bon Accueil qui sert des milliers de repas par jour à des clientèles en situation d'itinérance. Donc, on se disait, ça va passer, comme dans la journée suivante, des matchs,
cette nourriture-là va être servie automatiquement. Donc, c'était vraiment cette dynamique-là, fournir les contenants, s'assurer que tout était en place. Et tu commences avec ça dans ton plan d'affaires, puis si ça ne fonctionne pas, ça aurait été foutu. Là. Tu sais, il y aurait... Ça, c'est ça, ton plan d'affaires, c'est... Mettons que j'avais échoué avec Pierre, je pense pas qu'il aurait recommandé la chose à d'autres. Tu sais. Mais là, ça a fonctionné, ça a été implanté. Puis après, ben, ça a ouvert la porte à ce que le Manoir Richelieu embarque, puis d'autres établissements embarquent, puis la Reine-Élisabeth et tous les autres établissements, puis ça nous a ouvert la porte à mettre en place le programme. Et maintenant, 20 ans après, c'est quand même assez standard dans l'industrie du sport ou des événements sportifs ou des festivals en général, de dire les surplus alimentaires sont redistribués à tel ou tel organisme. Ça fait partie de la communication, ça fait partie des habitudes, et c'est ça qui est incroyable, qui est génial. Ben, on s'est implanté au Grand Prix de Formule 1. L'année dernière, c'est 15 tonnes de nourriture qu'on a récupérées en 3 jours. On a notre équipe. Contrairement au Centre Bell, dans le cas d'un événement comme ça, on a une équipe sur place. Donc, on a vraiment une escouade de récupération pendant le week-end du Grand Prix avec des bénévoles et des membres de l'équipe. Puis là, on va dans les cuisines de chacune des équipes de Formule 1, les paddocks, puis on récupère avec l'équipe du Reine-Élisabeth. On va le faire encore cet été. On est en train de recruter notre équipe. On fait le tennis au Stade IGA. Cette année, on sera à Toronto en simultané au SoBay Stadium pour le National Bank Open. Donc, la version de Toronto, c'est les filles qui seront là cette année à Toronto. On va faire le Stampede cet été à Calgary. On récupère dans presque toutes les équipes de la Ligue nationale. On est en train d'implanter avec les Oilers à Edmonton. Et on est en discussion avec les Blue Jays à Toronto pour le Rogers Center. Ça, c'est énorme. C'est vraiment... ce serait un très gros coup là, de les embarquer avec nous. Puis on a vendredi de cette semaine une rencontre avec eux pour finaliser la mise en place du programme de récupération alimentaire. Donc, d'ici 2 ans, on sera dans l'ensemble des amphithéâtres, des arénas sportifs. Puis pourquoi les amphithéâtres? Parce qu'un amphithéâtre, c'est 50 000 personnes nourries et plus à chaque fois que tu signes un amphithéâtre sportif. Là. C'est pas parce que... Et c'est au même endroit, j'imagine que la logistique est un peu plus facile. Oui, puis quand tu fais un jumelage pour un organisme, ça représente 1 à 2 journées de production alimentaire qui n'ont plus à faire. Ah oui. Et donc, qui ont pu acheter. Tantôt, quand je parlais de ce que la Banque alimentaire va leur fournir en denrées, aujourd'hui, en 2024, le pourcentage de ce que les organismes communautaires en aide alimentaire ont à acheter en denrées, c'est énorme. Ils doivent lever des fonds pour ça. Donc, et c'est des fonds qu'ils ne vont pas mettre dans des programmes sociaux ou dans d'autres de leurs services qu'ils offrent où ils devraient investir davantage, tu comprends? Donc, si on est capable de leur donner des journées de production puis des aliments qu'ils ont pu acheter parce qu'ils ont cet approvisionnement de nourriture qui est parfaitement comestible et de qualité, ben ça va pouvoir leur permettre de mettre l'argent ailleurs où ils doivent le mettre, là, tu sais. Tu dois être un sacré homme politique parce que tout ça, là, ça, à mettre en place, ça demande beaucoup de diplomatie, beaucoup de pouvoir de conviction. Je pense que tu as... montrer aux politiques pourquoi c'est important qu'ils doivent mettre ça. C'est un travail de fond énorme. Imagine-toi que je me retrouve sur un appel la semaine passée avec Alberta Health Services, qui est l'équivalent du MAPAC à Edmonton. Et que j'ai la conversation que j'ai eue avec Joanne. 20 ans plus tard. En 2005, 2006. Et donc, chaque province canadienne n'est pas à la même place. C'est ça. L'Ontario est pas mal à la même place que le Québec aujourd'hui, mais il ne l'était pas. Ça a pris du temps avant qu'on amène ça. Assez que Second Harvest, qui est une des plus grosses banques alimentaires au Canada, nous a dit non, nous, on ne touche pas à ça. On ne récupère pas ces aliments-là qui sont frais, qui sont préparés. Et ça a pris Chris Zielinski, le chef des Maple Leafs puis des Raptors, au Scotiabank Arena à Toronto, et une relation avec Unilever qui voulait lancer une campagne contre le gaspillage alimentaire qu'on a fait avec eux, qui était super, où j'ai demandé à Unilever, en échange d'une collaboration où j'allais prêter le nom de la tablée pour parler de gaspillage alimentaire, qu'en échange, je voulais rentrer au Scotiabank Arena. Ils avaient la relation. Ils m'ont dit oui. C'est bon, on t'amène Chris Zielinski, puis tu vas pouvoir travailler avec lui. Et moi, j'avais Yves Lowe au Centre Bell avec qui on collaborait déjà, Gilles Saint-Hilaire avant, mais Yves est le chef le plus impliqué avec nous actuellement dans tous nos projets. Et
Et donc, avec Chris, c'était de répéter ce qu'on faisait déjà au Centre Bell, tu sais. Puis quand Laurie Nichol, la directrice générale de Second Harvest, est rentrée dans la chambre froide de chambre à bière en bas, là, où est-ce qu'on avait tout ramené les cartes, là, les rolling carts, puis qu'il y avait toutes les pannes avec toute la bouffe qu'on avait récupérée des loges. Puis que là, elle a dit « What's this? » J'ai dit « Laurie, that's the food we're recovering. » Elle a dit « Oh! » J'ai dit « Now you get it, hein? » Là, j'ai dit « Open the containers just to see the food. » Elle ouvre les contenants, elle voit la bouffe, elle est comme... Tu comprends qu'eux font de la récupération alimentaire depuis des années. C'est quand même fou qu'elle ne soit pas au courant de ça. Mais aux États-Unis, il y a une interdiction de récupération de nourriture fraîche, de nourriture, ce qu'ils appellent out of kitchen. Même en Alberta, ce que la personne que je disais tantôt, là, l'inspecteur, là, il dit « Vous n'êtes pas autorisé de récupérer la nourriture fraîche sortie de cuisine. » Donc, out to the customer. Mais on s'entend-tu que out to the customer in a plate, c'est comme dans une assiette, on ne récupère pas la bouffe que le client laisse dans l'assiette. Jamais de la vie. Mais si c'est un buffet, puis qui a été payé pour 100 personnes, puis qu'il y a 60 personnes qui ont mangé parce ils ont eu trop d'ambition, là. Ils ont payé pour 100, mais Puis dans les il y en loges- a 60 qui se sont pointés pour manger. Puis ils ont mangé pour 50 parce qu'ils n'avaient pas si faim. Il reste 50 portions? Ça a été payé pour 100. Pourquoi, si les 50 personnes qui s'étaient pointées, là, pour qui ça a été payé, avaient mangé, ils se seraient empoisonnés? Ça fait aucun sens. Ah, ouais. Et donc, quand on parle de louche ou de cuillère, puis « Ah oui, mais ils sont servis avec ça. » Hey, le dernier, là, moi, là, sur le buffet, là, quand tu me dis ça, j'ai pas le goût de manger. Là, sur le centième, là. Non, mais tu sais, c'est con, là. Excuse-moi, là. C'est con parce que, pour moi, si ça a été payé pour 100, l'hôtel a fait ses frais, le food cost est calculé sur ces 100 portions-là, le chef n'a pas à se faire achaler sur son food cost parce qu'il gaspille. C'est le contexte de notre industrie qui fait qu'il y a eu du gaspillage alimentaire. C'est le contexte de se comparer. Quand tu compares un traiteur avec un autre, puis que tu dis « j'en ai eu plus pour mon argent avec lui, j'ai le sentiment d'en avoir plus eu, puis le buffet était plus garni, tout ça », même chose dans une épicerie, quand tu regardes un étalage, puis tu te dis, qu'est-ce qui crée... on s'attend comme consommateur à avoir des étalages tout le temps pleins, tout le temps beaux, tout le temps parfaits. Ben, qu'est-ce qui arrive s'il reste 2 concombres, puis peut-être que je vais changer mon choix. Je vais peut-être dire, je n'achèterai pas de concombres cette semaine, je vais prendre d'autres choses. T'sais, on est habitué comme consommateur à ce que tout soit beau, parfait, plein. C'est la même chose dans un hôtel quand tu es consommateur puis que tu payes, puis que tu es la directrice des événements d'une grande organisation puis que le président va se pointer. Tu as un certain stress que tu veux pas qu'il en manque. Tu as un budget, puis tu fais tes affaires. C'est sûr qu'il y a une conscience par rapport au gaspillage alimentaire qui est présente de plus en plus. Les gens font attention aujourd'hui, beaucoup plus que quand j'ai commencé en hôtellerie. Mais quand même, l'hôtellerie 4 étoiles, 5 étoiles génère son lot d'excédents alimentaires comestibles. Et ouais, t'as tes clients, tu invites des clients prestigieux dans une loge au Centre Bell. Tu veux pas passer pour un cheap et puis qu'ils aient plus à manger. Donc tu commandes 2 fois ce qu'ils vont manger. Comme ça, tu es sûr qu'il y en a. Comme tu dis, tu es sûr que le buffet il est bien garni. Et c'est au prix du gaspillage. Et donc, pour moi, que maintenant ce soit mis en place et qu'on puisse... Tantôt, qu'est-ce que tu m'as demandé? C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est pourquoi? Parce que j'ai 250 établissements qui donnent. Donc, dans plein de contextes différents, des cafétérias de campus universitaires comme HEC, des centres hospitaliers comme le CHUM, le Centre Bell, le Stade Saputo, les matchs des Alouettes. On récupère dans plein de contextes différents, ce qui fait que si un chef qui ne récupère pas ses surplus actuellement, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas encore embarqués dans le mouvement, veulent parler avec un chef, j'ai déjà un référent dans son industrie ou dans son type d'établissement à qui je peux le référer, qui fait déjà ça puis qui a déjà mis en place. Fait que c'est vraiment plus facile aujourd'hui de dire, tu veux-tu parler avec tel chef, tout ça, pour te sécuriser. Tu parles avec le MAPAC. Tu comprends? Fait que tout ça aujourd'hui, puis on le voit là, vraiment, il y a une adhésion massive actuellement du programme de récupération alimentaire. On est en discussion avec la Ville de Montréal sur des ententes globales. On travaille avec Tourisme Ottawa sur l'implantation de la récupération sur l'ensemble de la ville
et de la destination, ce qui fait qu'on ne regarde pas juste les hôtels, on regarde les traiteurs, on regarde les établissements où se font des événements, où on sait qu'il y a des surplus alimentaires, et on fait un 360 pour s'assurer qu'on récupère l'ensemble de ce qu'on peut récupérer. Est-ce que tu as eu, en 20 ans de récupération alimentaire, des problèmes ou des suspicions de toxicité, de choc allergique, ou comment ça s'est passé et comment... Les organismes qui reçoivent sont à même de travailler sur ces risques-là parce qu'ils connaissent leur clientèle. Et donc, présentement, s'il y a un tri à faire ou s'il y a des choses à faire au niveau de la nourriture qui est récupérée d'un établissement, bien, on travaille aussi avec les organismes communautaires pour diminuer le risque ou l'éliminer, le risque. Mais on travaille avec des aliments vivants, là, c'est des aliments frais, donc même congelés là, dans certains cas. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, parce que tu ne sais pas qui va laisser, par exemple, les contenants sur le comptoir, genre l'organisme qui vient laisse les contenants pour plus qu'une heure sur le comptoir, puis là, on s'en va, on sort de la zone. Donc, la formation continue, puis la sensibilisation fait partie de nos mesures pour garder tout le monde au même niveau puis s'assurer que les risques soient minimisés et minimes. Et l'autre chose, c'est que tantôt, je le disais, je laisse la pleine discrétion au chef et à l'équipe de cuisine de tracer la ligne à ce qu'ils sont à l'aise de récupérer ou pas. Ce qui fait qu'un chef peut commencer à récupérer certaines choses, ajouter des choses plus tard parce qu'il est confortable avec le programme, en enlever s'il trouve que c'est trop risqué. Certains jours, certains plats, je ne suis pas sûr. Quand il n'est pas sûr, moi, ce que je leur dis, récupérez-le pas. Donc, tu sais, ça, c'est une conversation qui est vivante avec les établissements. Puis, l'autre chose, c'est que avec la tablée, ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, on parle de récupération alimentaire, mais on a lancé les soupes solidaires, on a les cuisines solidaires qui sont arrivées pendant la pandémie où on a préparé 4,4 millions de repas à travers le Québec et le Canada pour les organismes communautaires. Après, il y a les soupes solidaires qu'on a lancées dans les écoles primaires pour les écoles en mesure alimentaire pour que les chefs préparent de la soupe avec des légumes invendus qu'on leur envoie et bénévolement vont nous produire des litres de soupe qu'on va redistribuer dans des écoles primaires en mesure alimentaire. On est dans une 20aine d'écoles actuellement. On sera dans 50 écoles à l'automne. Et c'est des écoles où les enfants n'arrivent pas de boîte à lunch. Donc, ils vont recevoir un petit déjeuner avec le club des petits déjeuners dans certains cas. Puis après, il n'y avait rien d'autre. Donc, on va leur fournir un bol de soupe qu'on protéine de façon végétale avec de la lentille. On envoie 20 % de lentilles sur les productions de soupe au chef en amont et des légumes invendus qui sont transformés. Donc, lutte au gaspillage alimentaire encore dans l'ADN de la tablée et l'implication des chefs et des cuisiniers dans la collectivité. Et ces soupes-là sont livrées par IGA aux écoles, à la caisse. Donc, ça, c'est vraiment un beau projet parce qu'on amène les jeunes de 6e année à faire des petites brigades de service de la soupe. Donc, ils servent la soupe aux autres enfants de l'école et ça les sensibilise à notre programme d'éducation alimentaire dans les écoles secondaires qu'on a mis en place en 2006 dans 4 écoles secondaires les plus défavorisées à Montréal, donc à Saint-Henri, Chomédé de Maisonneuve, Pierre-Dupuis et Louis-Joseph Papineau dans Saint-Michel. On a commencé dans ces 4 écoles-là parce que le constat était qu'il y a de l'insécurité alimentaire, mais il y a une perte de connaissances et de compétences culinaires dans les milieux moins favorisés. Et c'est la santé publique de Montréal et du Canada qui avait sorti des études sur la perte de connaissances et de compétences. Puis pour moi, qui a le plus de connaissances et de compétences culinaires? Des chefs et des cuisiniers. Et la passion en plus. Donc je me disais, si ils ont enlevé les cours d'économie familiale du cursus scolaire, ça ne se monte plus à l'école. Il n'y a plus de place et de moment pour parler d'alimentation dans les écoles. Et là, on peut prendre et on doit prendre cette place-là, comme le fait le sport étudiant, la musique avec la troupe de théâtre de l'école. Bien, il n'y avait pas de programme en alimentation dans les écoles secondaires en parascolaire. Et donc, on a implanté les brigades culinaires. Et aujourd'hui, cet automne, en septembre, on sera dans 275 écoles secondaires publiques au Québec. C'est un des plus beaux programmes de littératie alimentaire en Amérique du Nord.
et j'oserais le comparer à travers le monde en termes de clientèle cible adolescente. On amène un chef à l'école à toutes les semaines, pendant 24 semaines de l'année scolaire, et les chefs arrivent avec les aliments dans l'école. On équipe un ancien local d'économie familiale, et on donne 24 semaines d'ateliers avec des compétitions culinaires. Les jeunes se regroupent en petites brigades de 4 à 5 jeunes. J'ai 4 à 5 brigades par école. Et ensuite, il y a des compétitions culinaires inter-écoles. Il y a des finales régionales et il y a une finale provinciale. Et maintenant même, on est dans 6 autres provinces canadiennes. On est dans plus de 50 écoles secondaires publiques à l'extérieur du Québec. Le programme est traduit, donc offert autant aux écoles anglophones que francophones. On a presque plus d'écoles francophones hors Québec qu'anglophones. J'ai même des écoles anglophones qui s'en servent pour faire de l'immersion, pour faire des heures de français comme programme. Donc, c'est plus de 6 000 jeunes qu'on rejoint qui sont recrutés. Et là, tout le parallèle avec la formation professionnelle, c'est qu'on essaie, parce que c'est pas naturel, les écoles hôtelières, comme moi, j'ai fait mon DEP en service de la restauration, il y a une opportunité pour les écoles de formation professionnelle en cuisine de venir dans nos plateaux d'ateliers dans les écoles qui sont dans leur même centre de service scolaire pour faire la promotion des programmes de DEP et de formation en cuisine, en service, pour rebâtir un intérêt pour les métiers de la restauration. Et ça, ce lien-là, il doit se faire. Donc, on a parlé avec les gens de la table ronde, on a parlé avec l'ARQ, on a parlé avec certains centres de services scolaires pour dire « Venez nous voir, que les chefs viennent dans les ateliers une journée, un après-midi pour venir voir les jeunes puis leur parler, pour leur bâtir cette passion pour notre métier. » Il y a aussi des jeunes qui vont dans les restaurants. Nous, on était pendant Montréal en Lumière. On a croisé des apprentis. Ils avaient 14, 15 ans, je ne sais pas. Ils étaient tout timides. Et puis, ils travaillaient aux côtés de chefs étoilés qui étaient invités, qui venaient de la France et qui travaillaient à leur côté. C'est incroyable. Tu imagines l'expérience pour eux. La soirée, c'est fantastique. Soirée des apprentis, ça, c'est à même le programme des brigades. Puis, c'est surtout des jeunes qui viennent de la grande région métropolitaine, donc des jeunes qui sont soit inscrits dans les brigades culinaires à Laval, à Montréal ou sur la Rive-Sud. Et les jeunes s'inscrivent et on les jumelle à un resto pour un soir. Puis, tu m'en parles, mais plein de chefs que je croise qui m'en parlent, puis qui ont pris des photos, puis qui ont passé des moments vraiment super avec ces jeunes-là. Puis, tu sais, quand tu as vu, par exemple, à l'émission Les Chefs, Sean, puis, tu sais, nos jeunes qui étaient là, puis qu'un gars comme David Giroux, là, qui a fait Les Chefs à 2 reprises, puis qui est parti de la polyvalente Saint-Jérôme en brigade, tu comprends? On l'a dans une entrevue du podcast où il nous explique justement que c'est ça qu'il a mis en route et que même tu es allé le rechercher quand il avait des périodes de doute, que d'un coup il recevait un coup de téléphone personnellement de toi pour le relancer sur un projet. Là, David, c'est spécial, là, mais je te dirais que, tu sais, on cherche, souvent j'ai entendu Fred Morin parler de ce qu'il fait avec les jeunes à l'université, puis tout ça, des cours de cuisine, puis Moi, pendant des années, j'ai attiré plusieurs chefs. Alexandre Gosselin, Alexandre Loiseau, ces chefs-là, au début, quand Alex était chez Cocagne, que Alex Gosselin ouvrait son resto sur Mont-Royal, ces chefs-là sont venus animer les premiers ateliers de brigade dans les écoles au départ, OK? On commençait à ce moment-là, on était dans une dizaine d'écoles, tu sais, puis aujourd'hui, d'être rendu dans 275 écoles secondaires au Québec, c'est régionalisé, il y en a dans toutes les régions du Québec. Puis si les chefs du Québec cherchent une façon de recréer une fibre et des racines auprès de la prochaine génération de futurs cuisiniers ou d'employés, même saisonniers, des jeunes l'été qui viendraient travailler, cherchez plus. Venez voir les jeunes dans nos brigades, dans les écoles. On est là dans votre région. Venez, c'est là. Donc, tu sais, des fois, on court après. Puis je sais que les chefs sont occupés et sont déjà très investis, mais venir passer un moment avec des jeunes, ça allume des lumières, puis ça nous crée une prochaine génération qui va
avoir l'ambition de prendre la relève d'une cuisine ou d'aller travailler avec ce chef-là par après, puis on ne sait pas quelle étincelle on est capable de créer. Puis ça se crée là, ça se crée à l'école quand tu es au secondaire, sincèrement. Certain. Si tu prends des cours de cuisine, imagine l'impact que tu as de travailler avec un chef ou de voir un chef invité ou d'aller dans la cuisine d'un restaurant, c'est fantastique. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est que la tablée des chefs, là, c'est le moteur d'implication sociale des chefs et des cuisiniers et de l'industrie culinaire. Pour moi, j'ai voulu bâtir un écosystème dans lequel une équipe de cuisine pouvait, clé en main, s'impliquer dans sa collectivité. D'abord en récupérant ses surplus alimentaires et ensuite en venant connecter avec des jeunes, que ce soit des jeunes dans un cheminement scolaire à travers les brigades culinaires ou encore notre programme pour les jeunes issus de la protection de la jeunesse, parce qu'on en rejoint à travers un programme qui s'appelle Cuisine ton avenir, qui rejoint les jeunes du programme PQJ en particulier, qui sont les jeunes les plus à risque de moins bien s'intégrer dans notre collectivité pour plein de raisons. Ils ont perdu leur famille, ils n'ont pas de point d'ancrage familial, ils sont en hébergement public, donc ils sont dans des foyers. Et ces jeunes-là, quand ils font la transition vers la vie autonome, ils ont 18 ans, 19 ans, et ils n'ont rien. Donc, on amène des chefs dans des plateaux. On a 60 plateaux à travers le Québec où nos chefs vont à la rencontre de ces jeunes-là pour développer leur autonomie alimentaire en transition vers la vie autonome. On distribue au Québec plus de 3000 trousseaux brise-glace pour initier des jeunes à des ateliers de cuisine, pour aider les travailleurs sociaux et les éducateurs, les familles d'accueil à initier des jeunes à la cuisine. Donc, pour les chefs, il y a tout un éventail de façons de s'investir. Il y a plein de chefs qui viennent aussi, qui sont généreux, qui nous offrent de leur temps, qui nous offrent une journée. On a des activités bénéfices dans lesquelles les chefs s'investissent aussi. Mais globalement, c'était vraiment ça l'objectif. Et je pense qu'on a une super plateforme actuellement, au Québec principalement, puis ailleurs au Canada, pour continuer de travailler là-dessus pour les années à venir, puis changer la donnée pour un paquet de monde. Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Parce qu'on a beaucoup de gens de la restauration qui nous écoutent, la majorité. Disons qu'ils sont touchés par ce que tu dis. Où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'information pour savoir comment travailler avec vous pour la récupération des données, comment s'investir pour aller visiter des jeunes? Tablédeschefs.org. Donc, les gens peuvent s'inscrire comme bénévoles. Ils peuvent s'inscrire comme chefs pour venir animer des ateliers dans les écoles. Les ateliers dans les écoles, les chefs qu'on a sont rémunérés. Donc, tu peux soit prendre une charge de groupe, c'est-à-dire 24 semaines d'atelier où est-ce que tu es commis à une école. On le jumelle à une école, c'est une fois par semaine. Un après-midi, c'est à peu près 4 heures par semaine, là, un bloc de 4 heures où est-ce que tu te prépares à ton atelier, tu vas faire les achats, on te fournit des cartes cadeaux ou un compte ouvert chez IGA, qui est notre partenaire. Et tout est intégré. Il y a un cahier de formateur, c'est clé en main, donc le chef se forme de cette façon-là. Mais tantôt, je parlais aussi de l'opportunité de dire, par exemple, dans une région, un chef pourrait venir visiter les jeunes sur une base bénévole, un atelier dans l'année sur les 24, n'importe lequel, tu sais, puis débarquer, puis dire, j'ai envie de venir passer un moment avec eux. Peu importe c'est quoi l'atelier cette journée-là, je viens juste passer du temps avec eux, puis les rencontrer, puis leur partager mon cheminement, tu sais. Parce que c'est sûr, tous les restaurateurs, tous les chefs qu'on a rencontrés sont des gens super généreux. Ils veulent totalement partager, mais des fois, ils ne savent pas comment partager. Donc, c'est important qu'on diffuse cette information et qu'ils peuvent contacter ton organisme. On avait dit 1 heure, on arrive à la fin. On a beaucoup parlé de nourrir, éduquer un petit peu. Là, quand même, l'annonce, c'est la finale des brigades aussi, qui a lieu le 2 juin. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, tu nous as parlé de compétition. Là, le 2 juin, c'est quoi là? Bon, ça fait quelques années que l'ITHQ nous prête sa grande cuisine et on amène les meilleures brigades au Québec à travers la compétition. Donc, il faut penser qu'il y a 250 écoles au Québec. Donc, il y a 4 à 5 brigades par école. Donc, en tout, là, il y a 1000 à 1500 brigades au Québec. Et là, les brigades compétitionnent au niveau école, donc se ramènent à 250 brigades qui vont gagner le statut de meilleure brigade de leur école. Et après, ils vont décider s'ils veulent rentrer en compétition locale, donc inter-école de leur région,
et ensuite d'être amené, on fait des sous-régions, là, dans le fond, et on va chercher 4 brigades qui représentent les 4 meilleures brigades au Québec. Et comme on est à l'extérieur du Québec, on fait la même chose avec les autres provinces canadiennes, et il y a une finale virtuelle. Il y a des finales dans chaque province, et virtuelle, et ensuite on fait voyager avec notre partenaire Air Canada. On fait voyager les jeunes ici à l'ITHQ. Et donc, on peut se retrouver avec une brigade du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ou de Winnipeg, par exemple, qui vient compétitionner, qui vient s'ajouter une 5e brigade à la finale à l'ITHQ, qui est animée par Ricardo depuis plusieurs années, et où on a un jury de chefs connus. Les chefs peuvent aussi venir passer une journée avec nous s'ils veulent être jury. Et là, les parents sont là, il y a beaucoup d'excitation. Et ils vont devoir créer un plat selon certains critères, un peu comme on le voit au chef, là, en fait. Et de là, cette année, l'équipe gagnante de la finale au Canada va voyager à la fin juin en France avec Air Canada pour aller compétitionner contre la meilleure brigade de la tablée des chefs des brigades culinaires en France, à Paris. Wow. Parce que la tablée des chefs est aussi en France. La tablée des chefs a eu 10 ans en France. On a fêté le 10e anniversaire. Et la création de cette entité-là émane de Vincent Brassard qui, il y a une dizaine d'années, m'a interpellé sur ce qu'on faisait au Québec et voulait répéter les actions en France. Et donc, je l'ai parrainé, je l'ai coaché, je lui ai signé un peu une franchise, si tu veux, de la tablée, sans aucune contrainte financière, disons. Et je reste autour de lui pour guider les actions, puis nos équipes collaborent. Et aujourd'hui, en France, la tablée est bien implantée sur différents axes, mais principalement sur l'éducation alimentaire chez les jeunes et sur l'édition relève des cuisines solidaires qu'on fait ensemble aussi à chaque année. Donc fin juin, les gagnants du Canada vont en France. On sait où ils vont cuisiner, dans une super grande institution. Dans la coupole du printemps. Oh. Alors le Wow. printemps, c'est un super grand magasin. Dans la coupole. Et la coupole, c'est magnifique. La coupole, Donc, c'est là que va se faire la Art finale. Nouveau, c'est L'émerveillement, là, ils vont avoir des yeux. Oui, on leur fait vivre un 2 jours et demi là, très intense avec, aller dans la Tour Eiffel, bien évidemment, peut-être une croisière sur la Seine, puis c'est ça, on va leur faire vivre un bon juste moment. avant les Olympiques, ça va être Exact. la folie furieuse. Ça va être très excitant. Pour nous, où on est rendu, en fait, et on est dans plus de 300 écoles. Cet automne, on en ajoute 25 au Québec. Et il y a environ 400 écoles secondaires publiques au Québec. Donc, d'ici les 5 à 6 prochaines années, on devrait être présent dans toutes les écoles secondaires publiques au Québec. Ça a pris 20 ans, mais tu y arrives. Oui, c'est ça, exactement. Jean-François, merci beaucoup pour ton temps. Il faudrait qu'on revienne plusieurs fois. Hein, Ouais, parce là, que là, mais- on a abordé que la partie, une petite partie. C'est passionnant, c'est très inspirant. Merci beaucoup pour nous avoir reçus. Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Tabletdeschefs.org. Oui, Si tu veux te regarder un peu ce qui se fait, tabletdeschefs.org. Si tu veux revoir cette émission, on est sur YouTube. Si tu veux suivre l'actualité d'On est dans le jus, on est sur Instagram. Si tu veux nous aider, on est sur Patreon. Restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao.